bienvenue encore une fois dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous parlerons du bavardage intérieur et du champ psychologique. Dans ce sujet, nous parlerons de notre bruit mental constant et de ses fondements. Nous découvrirons pourquoi il y a tant de souffrance en nous, nous apprendrons comment atteindre un équilibre émotionnel et comment nous libérer des traumatismes et des ressentiments en pardonnant aux autres et à nous-mêmes. Ainsi, l'objectif du sujet d'aujourd'hui sera savoir ce qu'est le bavardage intérieur et ce qu'est le champ psychologique. Sur quoi se basent-ils, comment sont-ils composés, quelles sont leurs conséquences et comment y travailler. Nous verrons l'importance de ce travail, puisque ces deux aspects psychologiques nous enlèvent beaucoup de notre énergie et maintiennent notre conscience endormie. Commençons donc le sujet d'aujourd'hui en parlant un peu de ce qu'est le bavardage intérieur. Le bavardage intérieur est cette conversation constante qui est constamment dans notre esprit. Si nous décidons d'auto-observer notre esprit, nous réaliserons que ce bavardage mental ne s'arrête pas. Dans notre esprit, nous parlons constamment. Nous parlons de beaucoup de choses, de ce que nous devons faire, ou de quelque chose que nous avons déjà fait, nous parlons des autres, ou nous nous plaignons de quelque chose, nous parlons de quelque chose que quelqu'un nous a dit, et d'autres fois, nous chantons des chansons dans notre esprit. Et si nous y prêtons attention, nous verrons que l'habitude de discuter dans l'esprit est si grande que des conversations dénuées de sens sont souvent traitées dans notre esprit. Nous avons probablement déjà entendu dire que la meilleure façon de penser est de ne pas penser. Et c'est précisément parce que nous avons perdu le contrôle de notre esprit depuis longtemps. Ensuite, ce n'est plus notre conscience qui utilise nos capacités intellectuelles lorsque cela est nécessaire, mais ce sont chacun de nos défauts psychologiques qui ont envahi notre esprit, créant un bavardage interne constant, inutile et sans substance, qui a fini par devenir le vice de penser. Et nous pouvons voir que, lorsque nous voulons méditer et atteindre le silence intérieur, ou lorsque nous essayons de rester quelques instants sans réfléchir, nous commençons à ressentir de l'anxiété et une incapacité à garder notre esprit immobile. Nous pouvons même voir comment les gens se parlent, et c'est le résultat de ce bavardage interne constant, qui vient se manifester à l'extérieur. De même, les personnes qui parlent de manière compulsive le font parce qu'elles n'ont pas le contrôle de leur bavardage mental et finissent par le manifester à l'extérieur. Mais nous devons savoir que nous pouvons commencer à contrôler notre esprit et à atteindre ce silence intérieur tant attendu dans lequel la conscience peut s'exprimer directement en nous. Et pour cela, il faut commencer par savoir quel est le fondement de ce bavardage interne constant, de quoi il est fait, et comprendre en profondeur quelles conséquences il nous entraîne, afin de comprendre l'urgence d'y travailler. Il est important de commencer par réaliser que dans notre bavardage intérieur, dans chacun des films que nous tournons dans notre tête, nous sommes toujours les protagonistes, les héros, ceux qui font toujours bien les choses, ceux qui ont toujours les meilleures intentions, ceux qui ont toujours une très bonne justification pour ce qu'ils font, ou nous sommes les victimes. Par conséquent, vous pouvez voir que le fondement de notre bavardage intérieur constant est notre autosympathie, notre fierté. Au-delà de toute affection que nous disons ressentir pour les autres, la vérité est que nous ne faisons preuve de solidarité qu'avec nous-mêmes, avec notre ego bien-aimé. De plus, nous ressentons de l'antipathie et même de la haine envers ceux qui ne nous aiment pas. Si nous commençons à observer notre esprit et à rechercher qui parle constamment dans notre esprit, nous trouverons sans aucun doute de la fierté, reflétée dans son aspect de supériorité ou dans son aspect d'infériorité. Mais c'est toujours de la vanité totale parce qu'on s'aime trop. Nous sommes narcissiques à 100%. Même si nous nous croyons très empathiques et sincères. C'est que tant que nous restons enfermés dans l'autosympathie, tout développement de notre être intérieur devient quelque chose de plus qu'impossible. C'est grâce à cette sympathie envers soi-même que nous croyons que notre opinion est très importante et que nous savons tous. Et c'est pourquoi nous circulons tout le temps pour exprimer, dans notre esprit, une opinion sur tout. Nous voyons une personne et immédiatement nous commençons à donner une opinion mentale sur son apparence ou sur ce qu'elle fait. Et c'est ce que nous faisons avec tout, avec les objets, les situations, les publications sur les réseaux sociaux, la vie des autres, etc. Nous pensons que nous devons toujours exprimer notre opinion importante. Ensuite, il est important de commencer à étudier et de se débarrasser de cette autosympathie si l'on veut atteindre le silence intérieur. Et il est important de noter que ce bavardage intérieur est toujours constitué de demi-vérités et de vérités faussement liées. Pourquoi des demi-vérités? Parce que toujours, à chaque situation qui arrive,
dans notre esprit nous ajoutons ou retirons quelque chose, pour l'adapter et pour défendre notre fierté, notre apitoiement sur nous-mêmes. Certaines choses arrivent, mais lorsque nous discutons de la situation dans notre esprit, et même lorsque nous en parlons à quelqu'un d'autre, il y a toujours des choses que nous inventons, des choses que nous ajoutons à la réalité et des choses que nous en retirons. Par exemple, nous nous disputons avec quelqu'un, et il y a toujours ce bavardage interne sur ce qui s'est passé. Mais nous ne parlons jamais de la réalité, mais de notre version de l'histoire, dans laquelle nous nous justifions, tout en accusant l'autre. On ajoute toujours quelque chose qui ne s'est pas réellement produit, mais que l'on suppose, et on retire des choses de ce qui s'est passé à notre convenance. Nous avons toujours tendance à magnifier les mauvaises choses que l'autre personne a dites ou faites, et nous avons tendance à justifier ou à omettre ce que nous avons dit ou fait. Notre autosympathie nous amène toujours à dire uniquement ce qui nous convient. Mais aussi, ce bavardage mental est souvent constitué de vérités faussement liées. Et c'est alors que dans notre esprit, nous rassemblons délibérément deux faits sans rapport, pour justifier notre opinion. Un exemple serait que nous marchons dans la rue et qu'une personne qui nous doit de l'argent arrive dans la direction opposée et que cette personne passe sans nous dire bonjour. Immédiatement dans notre esprit, nous commençons à parler de cette personne, à quel point elle est impudique, qu'elle passe sans saluer, et que c'est parce qu'elle ne veut pas payer, etc. Mais si nous réfléchissons à ce bavardage interne, que nous avons soudainement installé dans notre esprit, et qui peut durer toute la journée et même plus longtemps si nous ne l'arrêtons pas, nous réaliserons que nous faisons simplement un mauvais rapport entre deux vérités pour alimenter un état négatif, par rapport à cette personne. Puisque oui, c'est vrai que cette personne nous doit de l'argent. Et c'est vrai que cette personne est passée par là et ne nous a pas salués. Mais il n'est pas vrai qu'il l'a fait parce qu'il ne voulait pas nous payer. Parce que nous ne le savons pas. Nous ne faisons que spéculer. Peut-être que cette personne ne nous a pas vus ou ne nous a pas reconnus parce qu'elle était absorbée par son propre bavardage mental, ou peut-être qu'elle a réellement essayé de nous éviter. Mais cette partie-là, nous ne le savons vraiment pas, et nous ne pouvons pas considérer les spéculations comme une certitude. La conscience est basée sur des faits, sur des réalités, mais nous voulons prendre nos spéculations et les mélanger avec des faits, et les défendre comme étant la vérité, pour justifier et entretenir notre bavardage mental. Ou bien nous entendons les voisins se battre, et immédiatement nous commençons à imaginer, spéculer et déformer les faits pour entretenir et alimenter un bavardage mental concernant cette situation, gaspillant ainsi beaucoup d'énergie et alimentant de nombreux défauts négatifs. Et nous le faisons à tout moment et par rapport à tout ce qui nous vient à l'esprit. Il est donc très nécessaire que nous commencions à prendre conscience des conséquences que nous apporte ce bavardage interne constant. La première est qu'avec notre bavardage intérieur constant, nous dépensons beaucoup d'énergie mentale et émotionnelle, et de nombreux défauts psychologiques, et certains très lourds, sont nourris et renforcés par ce bavardage intérieur constant. Aussi, notre conscience s'endort, puisque nous vivons totalement distraits, et la conscience ne peut se réveiller et se manifester que lorsque nous parvenons à vivre l'ici et maintenant, en pratiquant l'auto-observation et la mort psychologique. Une autre conséquence que cela nous amène, c'est que nous entrons et restons dans une grande confusion intérieure, parce que nous ne pouvons plus discerner ce qui est vrai de tout cela, et ce qui ne l'est pas. Aussi, notre fierté grandit, parce que nous nourrissons continuellement notre autosympathie et notre victimisation. Et à chaque fois le moi qui a besoin de tout critiquer et chacun grandit. Et évidemment, en interne, nous nous faisons de nombreux ennemis. Parce que même si extérieurement nous sourions et sommes gentils avec les autres, à l'intérieur de nous, plusieurs fois à la fois, nous les traitons mal. Et il y a cette lourde relation télépathique entre nous et la personne que nous critiquons constamment dans notre esprit. Et pour aggraver les choses, nous finissons par extérioriser les opinions et les commentaires que nous avons sur les autres, générant également de mauvaises relations. Voyons maintenant la partie la plus importante. Comment travailler le bavardage intérieur? La première chose sera d'apprendre à ne pas toucher aux choses avec notre langue intérieure. Nous devons apprendre à vivre en constante auto-observation, à observer et à éliminer tout ce qui veut nous faire sortir du moment présent. Mais le plus courant est que dès que nous voyons quelque chose, quel qu'il soit, ou dès qu'une pensée arrive, qu'il s'agisse d'un souvenir, d'une futurisation ou d'une opinion, nous nous identifions immédiatement à elle et entamons une conversation mentale, en le touchant avec notre langue intérieure. Regardez cet exemple drôle mais vrai, comment le simple fait de voir passer quelqu'un, dont l'apparence nous rappelle un proche que nous n'avons pas vu depuis longtemps,
peut devenir un déclencheur qui initie un bavardage interne, qui aboutit à des choses qui ne sont pas du tout pertinentes. Là, défauts psychologiques qui profitent de l'état d'identification et de distraction dans lequel nous tombons faute de maîtriser notre langue intérieure, introduisent leurs désirs, leurs frustrations et leurs plaintes. Il est nécessaire que nous commencions à observer comment, dans chaque situation qui nous arrive, parfois nous nous taisons extérieurement, cependant, avec notre langue intérieure, nous continuons un long bavardage. Et il est important que nous observions combien de fois nous sommes très gentils avec les autres, alors qu'intérieurement nous les écorchons vifs. La seconde consistera à analyser ce que nous ajoutons, et ce que nous retirons, de la réalité. Et là, nous pourrions découvrir de nombreux défauts qui déforment constamment la réalité, et qui nous maintiennent dans une confusion intérieure constante. Et nous demanderons à notre divine mère d'éliminer chaque détail que nous observons. Et le troisième aspect que nous devons considérer pour travailler sur notre bavardage intérieur est de nous mettre dans les souliers de l'autre. En raison de notre autosympathie, notre bavardage mental est généralement basé sur le jugement des autres. Ainsi, dans toute situation dans laquelle nous nous retrouvons à blâmer, critiquer, juger ou maltraiter quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, nous devons nous mettre à leurs souliers. Et pour cela, il faut se demander, quand ai-je fait la même chose? Mettez de côté cet apitoiement sur vous-même et recherchez vraiment en nous-mêmes les moments où nous avons fait ou pensé la même chose que celle que nous critiquons chez l'autre personne. En nous mettant à la place de l'autre, nous pouvons découvrir que nous portons en nous ces mêmes défauts que nous jugeons et critiquons chez les autres. Et nous devons nous rappeler la règle d'or, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Ainsi, tout comme nous n'aimerions pas que les gens nous emmènent dans leurs repères mentaux pour se moquer de nous, nous critiquer ou dire du mal de nous, donc, nous ne devrions pas faire ça avec les autres. Malheureusement, même si nous sommes très courtois et même parfois sincères, il ne fait aucun doute que de manière invisible et interne, nous nous traitons très mal. Plus important que ce que nous montrons extérieurement, c'est la façon dont nous agissons intérieurement, car c'est notre réalité intérieure, c'est notre niveau d'être, et cela attirera les différentes circonstances que nous devrons vivre constamment. Si nous apprenons à travailler sur notre bavardage intérieur constant, en pratiquant l'auto-observation et la mort psychologique d'instant en instant, nous pourrons atteindre ce silence intérieur précieux et nécessaire, et nous commencerons à éveiller notre conscience. Étudions maintenant le champ psychologique. Le champ psychologique est la répétition constante d'un bavardage interne soutenu par la douleur. Cela se produit lorsqu'un bavardage intérieur s'aiguise et dure dans le temps, car il est soutenu par un état émotionnel de douleur et de souffrance. Ce nouvel ingrédient qu'est la douleur ou la souffrance nous fait ressentir le besoin de répéter sans cesse ce bavardage intérieur. À tel point que nous le disons à d'autres personnes, mais nous le répétons encore et encore. Et cela devient cette chanson psychologique que nous cherchons toujours la bonne occasion pour chanter aux autres. Parfois on devient même tellement répétitif avec la même histoire, la même plainte, la même lamentation, que les gens viennent nous dire « Tu es comme un disque rayé ». Ou alors, on nous dit « Changez le disque ». Et cela rend la situation encore pire. Et quelle est la base du champ psychologique? C'est la autoconsidération. Et il s'avère que la considération de soi est comme un monstre à 3 têtes, on pourrait la représenter ainsi. Parce qu'il repose sur 3 grands axes. Le premier est celui qui pense, moi, qui suis si bon. Le deuxième, c'est celui qui pense alors, comme j'ai été mal payé. Et la troisième tête est celle qui finit toujours par penser à la vengeance, à la haine et au ressentiment envers ceux qui, selon nous, nous ont mal payés, malgré notre gentillesse bien connue. Utilisons un exemple pour illustrer cela. Disons que mon partenaire m'a quitté pour quelqu'un d'autre, et cela m'a causé tellement de douleur et de souffrance que j'ai transformé le bavardage intérieur que j'avais à ce sujet en une chanson psychologique. Et maintenant, je suis triste tout le temps, et j'y pense encore, et chaque fois que quelqu'un me demande comment je vais, je chante ma chanson psychologique dans laquelle je vais parler de la façon dont je me suis toujours bien comportée avec lui, et comme il m'a mal payé, et que maintenant je ne ferai plus jamais confiance à personne d'autre. Et que je ne tomberai plus jamais amoureux, et je parlerai de combien je le déteste parce qu'il m'a quitté, et combien je déteste la personne pour qui il m'a quitté, et ainsi de suite. Là, on observe bien les 3 têtes qui soutiennent le champ psychologique. La même structure à tous nos regrets et plaintes constants.
Par exemple, j'ai été renvoyé du travail. Là, la chanson intérieure a commencé. Combien j'ai sacrifié pour cette entreprise, et regardez comment ils m'ont payé, et à partir de là, j'ai commencé à générer de la haine et du ressentiment et à entretenir des sentiments de vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que nous sommes pleins de chansons psychologiques, puisque chaque ressentiment que nous gardons en nous est une chanson psychologique, que lorsque la conversation appropriée arrivera, nous chanterons à nouveau. Ou que, à tout moment, nous chanterons à nouveau mentalement. En raison de cette accumulation de chansons psychologiques, les gens deviennent pleins de ressentiments, antisociaux et amers. Et il existe deux types de chanteurs, qu'il faut apprendre à identifier. Il y a les chanteurs publics. Ce sont ceux qui chantent leurs chansons à qui veut l'écouter, à leur partenaire, leur mère, leur ami, etc., ou qui publient leurs chansons psychologiques sur les réseaux sociaux, en quête de compréhension et de considération. Et, il y a les chanteurs solitaires. Et ce sont ceux-là qui représentent le plus grand danger pour eux-mêmes, puisque ce sont généralement eux qui ont tellement chanté leurs chansons aux gens, qu'ils commencent à être rejetés, on demande aux chanteurs de se taire, de changer le disque, de parler d'autre chose, etc. Ensuite, la personne en ressent, se sent encore plus mal, se referme sur elle-même et commence à se plaindre, à se remplir de haine, de ressentiment, et parfois cela peut même aboutir au suicide, ou à commettre un crime. Mais il y a aussi des gens qui chantent solitairement parce qu'ils ne font pas confiance aux autres, ou parce qu'ils ont peur de ce que les autres peuvent penser d'eux, et ils s'immergent aussi dans leur douleur et leurs ressentiments, se détruisant eux-mêmes. Il y a des gens qui se lamentent intérieurement parce qu'ils sentent qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils ont beaucoup souffert dans la vie. Ils se sentent trompés. Ils pensent que la vie leur doit tout ce qu'ils n'ont jamais pu réaliser, ressentent généralement une tristesse intérieure. Un sentiment de monotonie, d'ennui terrible, d'épuisement intérieur et de frustration. Malheureusement, ces chants internes se créent pas inaperçus en nous, à moins que nous ne les observions intentionnellement. Nous ne sommes pas toujours en bonne compagnie lorsque nous sommes seuls. Il est tout simplement normal et très naturel d'être en mauvaise compagnie lorsque l'on est seul, puisque les défauts les plus négatifs et les plus dangereux apparaissent lorsque l'on est seul. Évidemment, toute observation de soi permet à la lumière de pénétrer dans notre intérieur, jusqu'à nos profondeurs intérieures. Il est essentiel de s'observer lorsque nous sommes seuls, de la même manière que lorsque nous interagissons avec d'autres personnes. Nous devons nous observer et nous analyser, pour découvrir quel genre de chanteur nous sommes, et découvrir nos chansons psychologiques, pour travailler et éliminer chacune d'entre elles. Voyons les conséquences du chant psychologique, pour commencer à comprendre pourquoi il est urgent d'y travailler. La première est que notre conscience s'endort complètement. Car si le bavardage mental endort notre conscience, encore plus le chant psychologique, car il a une plus grande charge mentale et émotionnelle. Nous sommes donc constamment impliqués dans cette souffrance. Et pendant que nous sommes dans ces états de haine et de ressentiment, nos niveaux vibratoires sont très bas, totalement éloignés de l'amour, qui est la vibration la plus élevée de l'univers. De plus, cela génère une énorme dépense d'énergie, non seulement mentale, mais aussi émotionnelle, en raison de tous ces sentiments d'angoisse, de chagrin, de désespoir, etc. Et dans cet état, tous nos moi psychologiques sont renforcés, même des défauts très pervers comme le moi meurtrier ou suicidaire, profitent de l'occasion pour se manifester dans notre esprit. Les chants psychologiques nous amènent également à avoir de mauvaises relations avec les autres, car les gens finissent par se lasser d'entendre notre chant constant et s'éloignent ou commencent à nous éviter. Et nous pouvons finir par devenir quelqu'un dont la vibration est si lourde que les gens préfèrent rester loin de nous. Dans cet état, il nous est impossible d'élever notre niveau d'être, il nous est impossible d'avancer spirituellement. En plus du fait que si nous souffrons constamment de ce qu'ils m'ont fait, en pensant « je n'ai pas de chance, je suis coupable, je n'y arriverai pas » ou « il me paie toujours mal ». Eh bien, c'est ce que nous continuerons d'attirer dans nos vies, car l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous portons à l'intérieur. Si nous voulons voir un changement dans notre vie, nous devons commencer par générer un changement interne, et cela se reflètera dans la transformation de notre vie externe et de ses circonstances. Mais il arrive que, si nous laissons couler ces chants psychologiques et nous laissons nous noyer dans la souffrance et la douleur, nous ne ferons qu'attirer le malheur dans nos vies. Nous avons vu à maintes reprises comment des gens finissent par ruiner complètement leur vie, commettre des crimes et même se suicider,
faute de savoir comment se débarrasser d'une chanson psychologique. Maintenant, l'important est que nous apprenions à travailler nos chansons psychologiques. Et la seule façon de s'en libérer est par le pardon. Pardonner sincèrement aux autres et à nous-mêmes. Dans le travail intérieur, la croissance de l'âme n'est possible que grâce au pardon. Si vous vivez d'instant en instant, souffrant parce que vous sentez que les autres vous doivent quelque chose, que d'autres vous ont maltraité ou que d'autres vous ont causé de l'amertume, alors rien ne grandira en vous, car vous chanterez toujours la même chanson. Nous verrons que pour vraiment éliminer une chanson psychologique de notre intérieur, nous devrons travailler sur ce petit livre de contes que nous gardons à l'intérieur, dans lequel nous avons enregistré toutes nos souffrances, nos malheurs, et tous les gens qui nous ont mal payés, ou qui ne nous ont pas payés comme nous le croyions devoir. Identifions la plus forte, celle que nous répétons toujours, ou celle qui nous cause le plus de douleur. Et nous allons fournir un effort pour reconnaître comment l'autoconsidération se manifeste là, avec ces 3 têtes que je vous ai expliquées, et nous allons réfléchir sur chacune d'elles, travailler à l'élimination de toute chanson psychologique que nous avons. La première chose que nous allons observer, c'est cette première tête qui nous fait sentir que nous avons été très bons envers les autres. Ce bon moi. En réfléchissant pour découvrir si réellement les choses que nous avons faites pour cette personne pour laquelle nous avons maintenant tant de ressentiment, nous les avons faites sans rien attendre en retour. Si nous nous observons et nous jugeons sincèrement, nous pourrons découvrir les défauts qui se cachent derrière tant de prétendues bontés, et nous verrons que nous agissons toujours avec des intérêts cachés. Que nous ne sommes pas aussi bons ni aussi dignes de considération que nous le pensons. De cette façon, nous désarmerons la première tête de ce défaut de considération interne, qui nous fait éprouver du ressentiment envers les autres, le bon moi, ou ce faux sentiment d'être bon. Nous allons ensuite observer, découvrir et travailler sur cette deuxième tête de l'autoconsidération, qui est le victime-moi. Celui qui pense avoir été mal payé. Et nous allons désarmer cela, en réfléchissant un peu sur la loi du karma, pour comprendre qu'on n'est jamais vraiment une victime, mais que tout le mal qui nous arrive dans la vie, n'est qu'un règlement de compte par la loi du karma. Pour cela, nous allons réfléchir au nombre de fois et à qui nous avons fait du mal, et nous avons même fait ce qu'ils nous font maintenant. Ou les moments où nous avons au moins pensé à cela, alors nous découvrirons que le même défaut psychologique dont nous accusons l'autre est vivant en nous. Et se rendre compte qu'il fut un temps où ce défaut nous conduisait à agir de la même manière, en faisant du mal aux autres, et que c'est à cause du karma que nous subissons maintenant ses conséquences. Si vous ne parvenez pas à savoir quand vous avez fait ce qui vous a fait recevoir maintenant cette conséquence, vous pouvez demander à votre être intérieur de vous en montrer dans le plan astral la cause, dans une vie antérieure. Si nous comprenons cela, alors, au lieu de nous victimiser et d'exiger justice du ciel, nous ferons appel à la loi de la miséricorde. Cherchez à pardonner à ceux qui nous ont offensés ou fait du mal, afin que nos offenses et nos fautes puissent être pardonnées. Le sentiment que les autres nous doivent quelque chose, ou la douleur que nous éprouvons à cause des actes répréhensibles que d'autres nous ont causés, sont des obstacles à tout progrès interne de l'âme. Nous devons commencer par réaliser que tout ce qui nous arrive dans la vie est la conséquence de quelque chose que nous avons fait, que ce soit dans cette vie ou dans des vies antérieures, c'est le karma. Si nous sommes volés, si nous sommes blessés, trahis, maltraités, violés, voire tués, c'est à cause du karma. L'univers évolue selon des lois gérées par des êtres conscients. La loi du karma est le fondement de cette école qu'est la vie. Toutes les situations sont données de telle sorte qu'en expérimentant directement les conséquences de nos actions, notre âme en arrive à comprendre et à apprendre, si nous y réfléchissons. C'est pourquoi nous ne sommes jamais des victimes, puisque tout ce qui nous arrive est juste, et cela arrive pour que nous puissions en tirer des leçons. Nous choisissons si nous sombrons dans la haine, la rancune et la douleur, en répétant la leçon encore et encore jusqu'à ce que nous l'apprenions, ou si nous décidons de commencer à opérer sous de nouvelles influences. C'est-à-dire, sous la loi de la miséricorde, et nous décidons de pardonner sincèrement, afin que nous puissions être pardonnés. Cette réflexion sincère et profonde devrait nous conduire à désarmer ce besoin de haine et de vengeance, dans lequel nous plonge tout ressentiment. Et au lieu de garder ces sentiments négatifs qui nous empoisonnent tant et qui nous empêchent d'avancer dans notre développement intérieur, nous ferions mieux de réfléchir aux actions que nous devons entreprendre pour annuler nos dettes karmiques, pour arrêter de les payer avec douleur. Et nous y parviendrons en reconnaissant,
et en éliminant les défauts psychologiques en nous qui nous ont conduits à accomplir les actions qui nous ont amenés à vivre cette situation douloureuse, et en pardonnant sincèrement aux autres. Faire également des actes conscients, nous sacrifier pour les autres, leur donner cette connaissance, afin qu'ils puissent eux aussi sortir de la souffrance et de la douleur dans lesquelles ils sont enfermés par leurs propres défauts psychologiques. Si nous voulons nous transformer radicalement, nous devons apprendre à sacrifier nos propres souffrances, à refuser de souffrir et à élever notre niveau d'être, en parvenant au pardon. C'est le sujet d'aujourd'hui. J'espère que cela vous sera très utile. N'oubliez pas de laisser vos questions et commentaires. Je veux vous inviter au prochain sujet, dans lequel nous apprendrons comment combiner correctement les états internes avec les événements externes, pour commencer à vivre de manière intelligente. Jusqu'à la prochaine fois.